Je suis un peu impressionné de me retrouver devant vous. Vous savez, quand on est sollicité pour une intervention, on est souvent très imprudent. Et quand Bernard Bols m'a dit, et ça serait bien si tu acceptais de venir parler un peu de la non-violence, de l'expérience que tu en as, je ne me suis pas senti en capacité de refuser. Puis il fallait trouver un titre. Alors on a trouvé, est-ce que la non-violence est toujours pertinente ? Et en fait, en choisissant ce titre, c'est plus une question que je me pose à moi. Et donc, en venant discuter avec vous ce matin, je vais essayer peut-être de trouver des éléments de réponse d'abord pour moi-même. Alors déjà, je suis toujours un peu prudent sur cette question de la définition de la non-violence. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est très, très difficile de définir la non-violence. Il n'y a pas de définition définitive. Certains vous diront c'est une philosophie, c'est une sagesse, c'est une éthique, c'est une stratégie, c'est une doctrine d'action collective, c'est une ascèse, c'est presque une religion. Enfin, vous allez trouver plein de définitions possibles. Et ce que je trouve fascinant d'ailleurs, c'est que quand on observe un peu l'expérience des deux grandes figures titulaires de la non-violence, tutélaires de la non-violence, que sont Gandhi et Martin Luther King, on a en réalité des choses assez diverses et même parfois contradictoires. Dans le terme non-violence, qui n'est pas forcément le terme le plus satisfaisant qu'on puisse trouver, ce n'est pas celui qu'employait Gandhi d'ailleurs. Gandhi employait satyagraha, la force de la vérité. Mais voilà, ça nous renvoie aussi à des modes de pensée de l'Inde qui ne sont pas forcément les nôtres non plus. La non-violence, ça peut donner l'impression d'une certaine dimension de passivité, de non-agir, ce qui n'est bien sûr pas le cas quand on pense à Gandhi, à Martin Luther King et à d'autres qui se sont réclamés de leur exemple. C'est sûr qu'au départ de la non-violence, il y a le refus de la violence. Mais le refus de la violence, Dieu merci, pardon, c'est une déformation professionnelle. Le refus de la violence, on le trouve depuis très très longtemps et pas forcément dans la recherche qu'on appelle aujourd'hui la non-violence. La politique, c'est une manière de tenter d'écarter la violence, de l'empêcher, de gérer la cité à partir de la discussion, du débat, de la confrontation des idées. La diplomatie, c'est aussi une manière de restreindre les risques de guerre et d'essayer de régler là aussi des conflits par la parole, par la négociation et non pas par les armes. Donc la non-violence, ce n'est pas la première idée qui soit venue, la première solution qui soit venue en face de la réalité de la violence. La non-violence, elle vient essayer de proposer des solutions, de trouver des moyens d'éradiquer la violence. Alors quand on recherche les origines un petit peu de la non-violence, on fait bien sûr référence d'abord à Gandhi, et je crois qu'en effet c'est le premier qui introduit vraiment la non-violence comme à la fois une stratégie, mais aussi une utopie créatrice. C'est celui qui va aider à démontrer que la non-violence, ou en tout cas ce que lui appelait plutôt le satyagraha ou l'ahimsa, vont être capables de transformer des situations qui paraissaient complètement bloquées, capables de vaincre aussi des puissances adverses. Alors il y a des racines indiennes fortes qu'on retrouve dans l'hindouisme, même si l'hindouisme c'est quelque chose de très large, c'est une collection de religions, qu'on retrouve dans une religion qui est moins connue, qui est le jaïnisme, ou qui pratique une non-violence absolue, sans forcément employer le terme. On retrouve cela dans le bouddhisme. Alors l'ahimsa, c'est un concept qu'on pourrait traduire, qu'on traduit par non-nuisance, ne pas vouloir nuire à l'autre. Chez les jaïns, c'est extrêmement vaste, puisque ne pas nuire à l'autre, ce n'est pas se contenter de ne pas nuire à d'autres êtres humains,
mais c'est se refuser à nuire à tout être vivant. Et par exemple, les Jaïns, les plus orthodoxes, ils ont même un masque sur la bouche pour ne pas avaler les moucherons qui sont autour d'eux. Voilà, là, c'est le respect absolu de la vie et ne pas nuire. Donc ça, c'est une des racines très fortes qu'on trouve chez Gandhi. Gandhi, il avait une mère qui était Jaïne et il a grandi dans ce souci de la non-nuisance. Et puis Gandhi, c'est aussi un passeur, c'est un homme qui va se retrouver en exil en Inde et qui va s'enrichir d'une partie des valeurs de l'Occident et qui va s'enrichir aussi du christianisme. Et chez Gandhi, d'ailleurs, il y a ce mélange entre l'ahimsa, qui lui vient de sa culture et des traditions jaïnes et hindoues, et puis la conception chrétienne de l'amour, de l'agapé, de l'amour qui se veut universel, de l'amour porté à chaque personne en pensant que chaque personne est aimée de Dieu et qu'elle a droit aussi à mon propre regard d'amour. Il a été beaucoup façonné par cela. Et c'est un des aspects fascinants de Gandhi, c'est que c'est un homme du métissage, Gandhi, qui, en Occident, a tendance, d'ailleurs dans un premier temps, à se débarrasser de la lourdeur d'un certain nombre de traditions de l'Inde, et puis qui après, lorsqu'il sera retourné en Inde, à l'inverse, va se débarrasser ou va chercher de se débarrasser de choses qu'il a acquises en Occident. Mais c'est un homme du métissage, de la rencontre, de la frontière. Gandhi, en plus, c'est un homme de l'expérience. Vous savez probablement que il a écrit son autobiographie très jeune, puisque donc il est né en 1869, si ma mémoire est bonne, et qu'il publie une première autobiographie en 1921, et qu'il appelle Autobiographie ou mes expériences avec la vérité. Et je trouve que ça définit bien Gandhi. C'est un homme qui ne bâtit pas une doctrine toute faite, mais qui, en permanence, se confronte. Il est dans une quête de ce qui est vrai, de la vérité, de ce qui est authentique, de ce qui est le socle de tout, et il expérimente. Si bien que chez Gandhi, vous allez trouver presque tout et son contraire, y compris des choses abominables. Par exemple, quand, au moment du nazisme, il écrit à Hitler 2 fois, où il lui écrit « Cher ami ». Il a des idées, parce qu'il est toujours en recherche de solutions, et il n'y a rien de définitif chez lui. Il va même jusqu'à penser que le sacrifice des Juifs peut réveiller la conscience des nazis. Enfin, il est presque à encourager les Juifs à se laisser persécuter. Enfin, il y a des choses tout à fait un peu effarantes chez Gandhi aussi, quoi. Mais c'est l'homme d'expérience. Il expérimente et il partage ce qu'il a expérimenté. Il n'a pas cherché à constituer une doctrine. Mais c'est à partir de ces expériences que l'on va pouvoir, qu'un certain nombre de groupes humains, après, vont pouvoir s'inspirer de ce qu'il a expérimenté, de ce qu'il a fait, et on va trouver des choses qui vont s'avérer de dimension universelle. Donc il y a l'ahimsa, et puis l'agapé chrétien, qu'on retrouvera plutôt chez un Martin Luther King, qui est cette idée que tout être humain, même le plus abominable dans ses comportements, mérite un certain respect. En tout cas, qu'on ne doit jamais renoncer à ce que l'autre change, et on ne va pas vouloir sa destruction, mais sa conversion. Même si on n'y arrive pas, mais en tout cas, on ne voudra pas sa destruction. Il y a une phrase de Gandhi qui est célèbre, hein, la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. Si j'utilise la violence pour arriver à un résultat où je voudrais que toute violence soit exclue, eh bien, c'est pas possible. Inévitablement, la violence va créer de la violence. Et je n'arriverai jamais à cette société sans violence que je peux rêver.
Mais la grande différence entre un Gandhi et un Martin Luther King, c'est en particulier dans le refus de l'ascèse chez Martin Luther King. Chez Gandhi, il y a une ascèse. Voilà. Sa non-violence passe par une violence sur lui-même. Gandhi, c'est celui qui a fait un certain nombre de grèves de la faim en particulier. Martin Luther King n'a jamais fait de grève de la faim. Gandhi, c'est celui qui cherche à revenir à des modes de vie plus traditionnels et qui ne violente pas, alors il est par certains côtés très moderne, et qui ne violente pas la nature. Il y a un refus chez lui du matérialisme. On parlait encore pas de la société de consommation, mais de ce qui pouvait apparaître les premiers prémices d'une société de la consommation. Gandhi, c'est celui qui revient, on le connaît tous l'histoire, hein, il abandonne le costume occidental pour prendre le costume traditionnel des paysans indiens, et il invite les Indiens à arrêter d'acheter les produits manufacturés britanniques et à s'habiller avec les propres habits qu'ils vont tisser eux-mêmes. Chez Martin Luther King, il n'y a absolument pas cette préoccupation-là. Alors, on n'est pas à l'époque contemporaine. Je pense que si King vivait aujourd'hui, il serait sensible à toutes les urgences qu'on appelle écologistes. Hein. Mais à l'époque de King, ce ne sont pas des préoccupations majeures. Et lui, il est complètement dans la société de consommation américaine. Donc, des personnages très, très différents. Mais en même temps, King s'inspire de Gandhi et il va reprendre des modes d'action qu'avait expérimenté Gandhi. Alors, la première chose qu'il convient de retenir, c'est que la non-violence, c'est un combat. Ce n'est pas le fait de subir. Et d'ailleurs, un des principes que Gandhi répétera souvent, c'est que dans une situation d'oppression, eh bien sûr, l'oppresseur est le premier responsable, mais dans un certain nombre de situations, eh bien, l'opprimé est aussi responsable parce qu'il accepte, il ne se révolte pas contre les situations d'injustice. Donc, un des premiers principes qui va être mis en œuvre par Gandhi et qu'on retrouvera bien sûr chez les Noirs américains au moment de Martin Luther King, c'est cette idée de non-coopération. Je ne veux pas collaborer avec le mal, pas collaborer avec le mal qui m'est fait. Donc, je réagis. Il y a une dimension de révolte, de résistance, de combat dans la non-violence. C'est pour ça que certains préfèrent le terme combat non-violent plutôt que la non-violence. La non-coopération. Le fait d'affirmer sa dignité. C'est ce qu'affirmeront les Noirs américains quand ils défileront dans les États du Sud avec des pancartes. Hein, je suis un homme, I'm a man. Je suis un homme. Je suis un être humain. Hein, et je dois appeler le respect. Hein. On se soulève contre le système de dénigrement qui peut vous frapper. Un autre mode va être celui du boycott. Tout à l'heure, j'évoquais Gandhi qui invitait les Indiens à ne pas consommer les produits de consommation britanniques. On va boycotter un certain nombre de choses. Ça a été le cas en Inde. Pour ce qui est du combat des Noirs américains, vous le savez, c'est le boycott d'un certain nombre de lieux où les Noirs étaient interdits. Et le premier boycott connu et célèbre dans l'histoire des Noirs américains, c'est le boycott des autobus de Montgomery en 1955-1956, entre décembre 1955 et décembre 1956, où il y a une décision de ne plus prendre ces autobus où la discrimination était en œuvre, où les Noirs étaient au fond du bus, les Blancs devant, et en cas de manque de place pour les Blancs, les Noirs qui étaient derrière devaient se lever pour laisser place aux Blancs. Eh bien, cette invitation à ne plus prendre les autobus a été, qui s'est menée avec succès dans la ville de Montgomery, a été un modèle de boycott et de résistance à l'oppression, j'allais dire résistance passive, mais là aussi le mot est pas bon. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'exemple d'un
du boycott de Montgomery, c'est que ça commence par l'histoire d'une femme, Rosa Parks, dont Mandela a dit, l'expression est très belle, la femme qui s'est tenue debout en restant assise. Et alors, pourquoi je dis que c'est passionnant de penser à ce démarrage? Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y avait déjà eu des intentions de boycott des autobus qui avaient été rêvés par le mouvement, l'association pour l'avancement des gens de couleur à Montgomery. Mais Rosa Parks, c'est une femme qui est une militante, une couturière, elle a une 50aine d'années. Elle est très engagée dans la lutte contre les discriminations. Mais voilà, une femme qui dit non, et son non va trouver une résonance extraordinaire, parce qu'il va être ensuite relayé par un mouvement qui va s'organiser. Mais souvent, la non-violence, ça démarre aussi avec des personnes qui à un moment donné, disent non. Bon, ici, on est à Dieulefit, et je pense que c'est tout à fait bienvenu qu'on parle de ces questions, puisque Dieulefit, comme vous le savez, c'est une ville qui a été marquée par la résistance. Alors, on parle de résistance civile, la résistance au nazisme, en accueillant entre 38 et 43, je crois, si mon souvenir est bon, des gens qui étaient menacés de persécution, des juifs, des opposants au nazisme divers, des étrangers. Voilà. On a là donc d'abord des gens qui individuellement se sont engagés, ont pris des risques quant à leur liberté, peut-être même quant à leur vie, pour venir au secours d'autres. Et on pourrait dire dans la stratégie de l'action non-violente, dans la pensée non-violente, dans la spiritualité non-violente, quels que soient les termes qu'on emploie, il y a cette articulation entre des attitudes d'individus et puis des attitudes plus collectives. Parce que Dieulefit, il y a des individus qui ont pris des risques, et puis après, il y a tout un réseau de gens qui se sont organisés. Et le boycott de Montgomery, ça commence par une femme, qui prend un risque, qui va être embarquée, qui va être malmenée par les policiers, et puis un mouvement qui va s'organiser autour de cela. Gandhi a payé beaucoup de sa personne aussi, notamment par les grèves de la faim que j'évoquais. Il a payé de sa personne, donc un homme qui, bien sûr, va devenir une personnalité charismatique et de plus en plus connue, mais qui pose quand même des décisions individuelles, personnelles. Et cela témoigne aussi de la force on en rejoint à cette idée du satyagraha, de la force de vérité, de la force d'âme, que la force de certains actes individuels qui sont posés. Pour les plus anciens parmi nous, on a en mémoire ce qui a pu se passer sous le régime de l'Union soviétique. Des gens comme Andreï Sakharov, qui a eu le prix Nobel de la paix, voilà, ce sont des hommes qui étaient assez isolés et qui n'ont pas hésité à un moment donné à poser des actes très très forts. Ces jours-ci, nous avions ici la maman de cette jeune femme iranienne exécutée. Ben voilà, c'est encore un exemple d'une personne qui a une force d'âme extraordinaire et qui se dresse, ça peut paraître dérisoire par rapport à ce régime sanguinaire et dictatorial des mollahs, mais qui se dresse au nom de la mémoire de sa fille, au nom de la justice, au nom de la vérité, au nom de sa conscience. Et je crois que alors on trouve ça sûrement ailleurs que dans ce monde de la non-violence, mais c'est quand même très très présent dans la non-violence, ces gens qui, au nom de leur conscience, vont dire non. D'ailleurs, un des moyens de la non-violence, c'est l'objection de conscience. Au nom de ma conscience, j'objecte. Je refuse, le mouvement des objecteurs de conscience, je refuse de faire le service militaire, je refuse de partir à la guerre. Aujourd'hui, on voit ça en Ukraine, on voit ça en Russie, même si on le sait moins. On voit ça, bien sûr, en Israël. Des gens qui disent non au nom de leur conscience. Ils sont quelques individus qui vont parfois pouvoir se regrouper, mais le poids, l'importance de l'attitude individuelle. C'est pour ça que
quand certains se contentent de définir la non-violence comme une doctrine de l'action collective, personnellement, ça ne me satisfait jamais complètement. Et puis, la violence, elle est multiforme. Et c'est d'ailleurs une des difficultés de la stratégie non-violente, parce que la non-violence peut entraîner de la violence. C'est une des grandes critiques qui a été faite à Gandhi et parfois aussi à Martin Luther King. C'est que des actions non violentes vont pouvoir susciter en retour une répression encore plus violente. Les exemples, c'est la campagne de Birmingham en 1963 avec Martin Luther King. Birmingham, une ville où la ségrégation était extrêmement forte, avec un shérif, chef de la police, qui était impitoyable, d'un racisme fou. Et la question se pose de laisser des lycéens et des collégiens défiler dans les rues de Birmingham en étant sûr que la répression va être terrible. Et là, pour King, il y a un dilemme effarant. Est-ce qu'il peut courir le risque de laisser des jeunes être réprimés, être jetés aux chiens, puisque la police de l'État utilisait beaucoup les chiens contre les manifestants. Il est emprisonné au moment où il doit prendre la décision. Et finalement, il va dire oui, on prend le risque. Et le risque va aller dans le sens de ce qu'il espérait, puisque il y a une médiatisation. Les télévisions vont montrer les photos à toute l'Amérique et au monde entier de ces adolescents et de ces collégiens qui se font mordre par les chiens, quoi. Mais en lançant une action non violente, il a pris le risque d'un retour violent. Gandhi a fait ça aussi à plusieurs reprises. Des actions non violentes qu'il a menées ont abouti à des répressions très fortes et parfois, quelquefois, à des massacres. Une autre question sur la violence que peut entraîner ou que peut représenter l'action non violente, c'est la grève de la faim. Comme je disais, Martin Luther King n'a jamais fait de grève de la faim. Gandhi en a fait beaucoup, il en a presque abusé. La grève de la faim, il y a une dimension chantage. Je fais la grève de la faim parce que si je meurs, vous aurez votre mort, vous aurez ma mort sur votre conscience. Il y a quelque chose qui est très très violent. Puis il y a une violence qui est faite à son propre corps aussi. Et un certain nombre de gens refusent l'usage de la grève de la faim justement pour ça, parce que c'est une violence contre soi, mais c'est aussi une violence qui est morale en tout cas, qui est faite à l'autre. En fait, on ne se débarrasse jamais vraiment de la violence. Simplement, la non-violence, je trouve, c'est là qu'elle a une richesse à creuser. C'est qu'elle ne veut pas rajouter de la violence à la violence. Elle ne veut pas rajouter de la haine à la haine. Elle veut croire qu'une réconciliation est possible, même si elle paraît à vue humaine absolument improbable. Voilà. Et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose que nous avons à creuser dans les situations que nous vivons aujourd'hui. Je pense à ce qui est en train de se passer là, dans notre pays, où on est bien incapable de savoir exactement ce que cela va entraîner. S'il y a un gouvernement d'extrême droite en France, les risques d'éruption de violence dans la société sont certains. Je sais qu'aujourd'hui, les préfets savent que, peut-être pas ce soir, et je l'espère, mais que dimanche soir prochain, il y aura des émeutes dans un certain nombre de quartiers de France, quoi. Mais justement, cette réaction violente a des résultats qui seront vécus comme particulièrement violents pour une partie de la société, et en particulier pour les plus fragiles et les plus exclus. Ces actions de violence, elles vont rajouter de la violence. Elles vont susciter une répression en réponse. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut nous entraîner. Et du coup, dans une telle situation, je pense que la vocation, j'ai envie de dire notre vocation, en tout cas, moi, ma vocation, je ne peux pas vous dire quelle est votre vocation à vous, mais
ma vocation, c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir désamorcer cette violence qui aboutira à des spirales de violence sans pour autant accepter des situations d'injustice. Et il va falloir là inventer des moyens de résister à des situations d'injustice qui vont probablement se développer, en particulier à l'égard des étrangers ou des personnes perçues comme étrangères. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans la rencontre qu'on avait, je disais, ici, ce qui est en train de se vivre, c'est une grande respiration qui nous donne un bol d'air et qui nous donne de la force pour ce qui va suivre. Comment est-ce que on va être défenseur de la justice et en même temps empêcher qu'un pays parte dans des situations de violence destructrices pour tout le monde, pour toute la société. Donc là, je vois bien, pour essayer de répondre à la question, est-ce que la non-violence est pertinente, je vois bien comment dans une société comme la nôtre, qui reste quand même une société assez protégée, une société démocratique, et si le vote aboutit à quelque chose qui nous déplaît, ça aurait été fait quand même dans un contexte démocratique. Et je vois bien comment nous pouvons essayer d'être des résistants à l'injustice et des gens qui tenteront de sauver le lien social, de renouer du lien social, de faire avancer les consciences. Il y a d'autres situations où c'est bien plus compliqué. Si vous me posez la question de comment est-ce que les Ukrainiens pouvaient répondre à l'agression russe, bon, j'ai pas de réponse idéale. Je peux pas dire s'ils avaient utilisé la non-violence, ils s'en sont sortis, parce que c'est pas vrai. Pas vrai. Il y avait un plan d'occupation du pays, de renversement du gouvernement qui était en place et de substitution à un gouvernement favorable au régime de Poutine. Et je ne suis pas sûr, enfin je ne vois pas bien où il aurait fallu que la population ukrainienne soit extrêmement préparée à une résistance qu'on va dire passive, mais qui n'est pas si passive que cela. Il y a des moments où, quand la violence surgit, eh bien, que faire, en disant ça, je ne vais pas me montrer un chantre non plus de la résistance armée, mais parfois la situation est telle qu'il n'y a peut-être plus rien d'autre à faire. D'ailleurs, Gandhi l'a dit à plusieurs reprises. Gandhi n'était pas un non-violent absolu, mais comme je vous disais tout à l'heure, il a parfois dit tout et son contraire, sur le nombre de choses qu'il a écrites en 60 années. Il peut dire son contraire, mais à plusieurs reprises, Gandhi a dit, plutôt que d'accepter l'oppression, mieux vaut l'usage de la violence. Il va quelquefois justifier la violence. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il incite les Indiens à s'enrôler pour combattre contre le nazisme, même s'il écrit en même temps à Hitler, cher ami, pour essayer, pensait-il, de le ramener à la raison. Voilà. Donc la non-violence ne peut pas être une réponse automatique à tout. Mais elle doit être un horizon. Moi, j'aime bien cette idée d'utopie créatrice. Mais une utopie qu'on met déjà en action, qu'on fait déjà progresser. On a quand même beaucoup d'exemples depuis Gandhi et King qui vont dans ce sens-là. Là aussi, j'ai toujours peur de fonctionner un peu comme un vieux quand je parle comme ça, mais toutes les actions de résistance aux dictatures latino-américaines qui ont été menées par des gens comme Elder Camara, comme Adolfo Pérez Esquivel, je ne sais pas si c'est des noms qui vous disent quelque chose, les plus anciens, oui, où il y a eu des résistances non violentes à des dictatures par
des refus d'obéissance, par des grands rassemblements, des grandes marches, par des boycotts. Voilà. On a connu cela aussi dans la résistance au système soviétique dans les pays de l'Est. La, la chute de l'Union soviétique et de son empire a en partie été faite, pas seulement, hein, mais en partie été faite par tous ces résistants, pour tous ces hommes et ces femmes qui ont dit non à la dictature. On avait, encore une fois, ces jours-ci, la chance d'avoir cette femme iranienne parmi nous. En Iran, aujourd'hui, il y a une résistance, enfin aujourd'hui, depuis plusieurs années, depuis quasiment que la dictature des mollahs s'est instaurée en 1979, il y a une résistance, entre guillemets, passive de toute une partie de la population. J'ai eu la chance d'aller 2 fois en Iran ces dernières années. C'est tout à fait frappant de voir combien les religieux chiites sont boycottés par quasiment toute la population. Le système tient par une répression très très forte, par notamment les gardiens de la Révolution, qui sont un système parallèle au système parlementaire qui existe toujours. Mais les gens montrent sciemment leur rupture avec ce régime. Il y a des autobus qui, lorsqu'il y a des mollahs qui sont à l'arrêt, qui ne respectent pas l'arrêt exprès. Il n'y a personne dans les... C'est incroyable, ce n'est pas l'image qu'on a, mais il n'y a personne dans les mosquées en Iran. Les gens ne vont pas dans les mosquées. Donc on a ces formes de résistance. Alors vous allez dire, ça n'a pas fait changer grand-chose. Le régime des mollahs, il est toujours là depuis 1979. Mais ça maintient une certaine santé au sein de la population. Une certaine dignité de la population, des valeurs éthiques dans la population, et qui sont sans doute prometteuses pour l'avenir. Et quand on me pose la question de l'Ukraine en particulier, je suis de ceux évidemment qui disent « j'ai pas de réponse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bien sûr qu'on ne peut désirer que la paix, et pour tout le monde, pour les Russes comme pour les Ukrainiens et pour les autres autour. Comment est-ce que cette paix elle peut venir si c'est une paix qui implique que l'Ukraine perde un tiers de son territoire? Ça sera une paix injuste. Et on ne peut pas se satisfaire de cela, même si on peut se dire qu'il faut encore que la diplomatie ne renonce pas, avance. Et aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des tentatives. Récemment, il y a eu une rencontre en Suisse, organisée par la Suisse, pour essayer de voir comment la paix pourrait advenir. Ça paraît dérisoire. Plusieurs grands pays n'étaient pas là, mais n'empêche que ce sont des efforts qui vont dans le sens d'une recherche. Il faut bien que ce conflit s'arrête. Mais je pense que c'est important aussi qu'il y ait des gens qui, dès maintenant, dans la société ukrainienne et j'espère dans la société russe, pensent à l'avenir, ou demain, quand il faudra se réconcilier. Même si la réconciliation paraît pour l'immédiat impossible. J'ai toujours été très frappé de voir ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne. C'est ma génération, la génération d'un certain nombre d'entre vous. Qui aurait cru qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est plus que la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Shoah, c'est le régime infernal du nazisme, qui aurait cru que l'on parviendrait aussi vite à une réconciliation franco-allemande? Eh bien, ce que moi j'ai pu observer, d'abord, c'est que ceux qui ont construit l'Europe avaient tous été des résistants. Et au nazisme, a commencé par un Adenauer. Donc c'est ceux qui ont construit l'avenir, et très rapidement, c'est des gens qui avaient résisté sous le nazisme. J'ai vu aussi, c'est qu'il y a tout au long des décennies qui avaient précédé, entre la guerre de 14 et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des artisans du côté allemand comme du côté français
qui ont voulu cette réconciliation. Je pense notamment à Lyon, un prêtre qui s'appelle Laurent Rémilleux, qui a été l'ami de Franz Stock, qui lui était un prêtre allemand. Il avait eu 2 frères tués pendant la Première Guerre mondiale, et néanmoins, parce qu'il avait un amour de la littérature allemande, il n'a jamais enfermé les Allemands dans l'image d'une puissance belliqueuse, guerrière, et il a, dès la fin de la Première Guerre mondiale, il est de ceux qui créent des liens avec des Allemands pour la réconciliation. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a vieilli, mais il est de ceux qui vont accueillir dans son presbytère de la paroisse Saint-Alban à Lyon, qui vont accueillir des Juifs, et notamment l'abbé Glasberg, qui a été un de ceux qui ont mené une résistance non violente, sans employer ce terme-là, au nazisme, et qui ont permis de sauver un certain nombre de Juifs, notamment les enfants qui avaient été enfermés à la gare de Vénissieux. Donc il y a des gens qui ont toujours cru que la fraternité pouvait triompher. Quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et Palestine, à vue humaine, il n'y a pas de solution. On est dans une tragédie absolue qui ne cesse d'enfler au niveau des incompréhensions, des haines. Voilà. On ne voit pas de solution, même si certains disent 2 États, un État. Voilà. Rien ne paraît jouable. Et là, je me dis, là où il y a de l'espoir, ce sont chez ces quelques individus, minorités, de Juifs pour la paix, de Palestiniens qui refusent aussi l'engrenage de la violence. Aujourd'hui, ils apparaissent comme étant des quantités tellement négligeables. On n'est plus dans les années 90 où il y avait un fort mouvement de la paix en Israël. On n'est plus du tout dans ce contexte-là. Et néanmoins, ce sont eux qui ont raison. Ce sont eux qui ont raison parce que ce sont eux qui, par leur comportement, disent qu'une réconciliation est possible. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup dans... alors vous allez dire peut-être que je me console comme ça, il y a un peu de cette part-là, mais je crois beaucoup dans ces minorités qui ont une dimension un peu prophétique, qui déjà aujourd'hui inventent le monde qui devra être celui de demain. C'est une des dimensions aussi de ce qu'on appelle la non-violence, encore une fois, même si c'est bien difficile à saisir ce qu'on appelle non-violence, cette expérimentation de ce qu'on voudrait qu'il advienne demain. Ça rejoint la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. Déjà, par ma manière d'agir aujourd'hui, par ma manière d'être aujourd'hui, eh bien, je suis invité à essayer de vivre, de montrer vers quoi je vais, vers quoi je rêve, comment est-ce que je vis dès maintenant le rêve qui m'habite. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Maintenant, je serais très curieux d'avoir vos interrogations et vos retours et vos contestations. Merci de votre exposé passionnant. Vous n'avez pas du tout évoqué Mandela et son combat. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots voilà. Alors Mandela, c'est une des grandes figures de notre humanité contemporaine. Mandela, il a commencé par croire dans la non-violence, puisqu'il était disciple d'un leader qui a été un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Albert Luthuli, qui était un pasteur protestant, qui avait suivi l'exemple de Gandhi. Même si Gandhi, alors je fais encore une parenthèse, excusez-moi, mais Gandhi, il a écrit des choses épouvantables sur les Noirs.
Gandhi, c'est pas la vérité. Hein. C'est un homme qui est plein de contradictions, plein de choses vraiment qui nous gênent, quoi. Mais malgré tout, puisque c'est en Afrique du Sud que Gandhi a expérimenté pour la première fois le satyagraha, justement, les méthodes de désobéissance au nom de la vérité, de la dignité. Gandhi a inspiré après d'autres mouvements, et en particulier Albert Luthuli, qui a eu le prix Nobel de la paix, je ne sais plus exactement quelle année, dans les années 50, peut-être 54, ça peu importe. Et Mandela, donc, est un partisan de la non-violence. En plus, Mandela, on l'a souvent oublié parce qu'on l'a associé au marxisme, mais il avait une formation chrétienne, il venait de l'aristocratie en plus sud-africaine, et c'est un homme très cultivé, donc il n'a pas été éduqué dans le sens de il faut répondre à la violence par la violence. Mais à un moment donné, après le massacre de Sharpeville, eh bien, il pense qu'il n'y a plus d'autre solution. Donc il consent à la violence. Ce n'est pas un théoricien, je pense que c'est important, ce n'est pas un théoricien de la violence et de la résistance armée. Hein. Il consent à la violence, à un moment donné, il pense qu'il n'y a plus d'autre solution, que sinon les Noirs vont se faire massacrer en permanence. Et puis après, il y a cette longue détention où il ne cesse d'examiner, de voir ce qui se passe, de réfléchir aux issues possibles. Et il va devenir l'homme de la réconciliation de manière incroyable. On se met à rêver, on se disait si en Russie, en Ukraine, à Gaza, je ne sais pas où, en Israël, il y avait des Mandela qui se levaient. Mais des gens comme ça, il en surgit de temps en temps, des gens qui ont une dimension absolument incroyable. Et Mandela, donc, s'est rendu compte que la violence, ça menait encore plus de violence. De toute façon, l'ANC militairement était défaite. Et tout à l'heure, je rappelais ce qu'il disait de Rosa Parks. Et il a souvent dit que l'exemple de Rosa Parks lui avait permis de tenir dans sa prison à lui. Avec cette idée que quand bien même il était emprisonné, il pouvait toujours défendre sa dignité d'homme. Quoi. Et donc après, oui, une fois qu'il est libéré, déjà au moment de sa libération, c'est parce qu'il a déjà engagé des négociations et il a convaincu les gens de l'ANC à le suivre. Et il va... je ne veux pas le récupérer, c'est un peu trop facile, hein, mais je pense que c'est d'une certaine manière une des grandes figures de la résistance non violente. Oui, tout à fait. Pardon ? Alors après lui, c'est plus compliqué en Afrique du Sud aujourd'hui. Hein. C'est plus compliqué. Vous savez, en fait, on ne peut pas croire me semble-t-il, c'est l'expérience de l'histoire humaine, on ne peut pas croire qu'il y a des solutions définitives. La Révolution française, en soi, a été merveilleuse, mais elle a quand même abouti à la terreur quelques années après. La situation des Noirs aux États-Unis aujourd'hui, par certains aspects, alors que les ségrégations légales ont été supprimées, ça a été la victoire du mouvement pour les droits civiques, aujourd'hui, une grande partie des Noirs sont encore plus discriminés, encore plus violentés dans tous les États-Unis qu'ils ne l'étaient à l'époque de King. Donc on va pouvoir dire, mais tout ça, ça aboutit à des échecs. La situation en Inde aujourd'hui est terrible aussi, avec un pouvoir nationaliste, autoritaire, qui pourrit la vie des minorités, des grosses minorités comme les musulmans. Hein. C'est le contraire du rêve de Gandhi, et même de Nehru, l'Inde d'aujourd'hui, quoi. Mais ce n'est pas pour autant que cela disqualifie les luttes qui ont été faites avant. D'ailleurs, si on regarde le résultat des résistances violentes, c'est peut-être encore plus désastreux. Plein de pays qui ont obtenu leur indépendance grâce à des actions armées
ne sont jamais sortis de la violence. Un exemple que je crois pouvoir donner, c'est celui de l'Algérie, avec la décennie noire, qui a été le retour du boomerang des déchirures du moment de la guerre de libération. Et puis, on aura sans doute plein d'exemples comme ça. La situation aujourd'hui en Palestine me laisse penser aussi que l'action armée n'a fait que rajouter du malheur. Voilà. Question ici. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc. Oui. Ouais, pour revenir en France. Vous n'en avez pas fait mention, mais je voudrais savoir si vous pensez qu'une marche des beurs serait encore possible en France. Vous savez, les actions, les grandes actions, elles ne peuvent se passer que si le contexte est favorable. Il y a toujours on ne lance pas une action comme ça. Il faut analyser. Bon, Gandhi analysait toujours, il ne faisait jamais n'importe quoi. C'était pas, tiens, aujourd'hui je dissous, enfin, pardon. Et Martin Luther King, c'est pareil, quoi. Et la marche pour l'égalité de 1983, elle s'est produite dans un contexte qui était extrêmement favorable. On était 2 ans après l'élection de François Mitterrand. Et il ne faut pas oublier que François Mitterrand, il avait été élu grâce à l'union des gauches, mais aussi grâce à toute une société civile en mouvement qui manquait de respiration. Et le combat des paysans du Larzac a été tout à fait révélateur de cela, un combat non violent. Hein. Et donc, c'est 2 ans après où la majorité de la société française encore croit qu'il est possible de changer la vie. Et on est dans un contexte qui est déjà difficile au plan économique, mais qui est facile par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Hein. On est dans un pays, alors excusez-moi de prêcher pour ma propre paroisse, mais qui est encore majoritairement, qui se définit encore comme majoritairement chrétien, alors qu'aujourd'hui, il se définit comme majoritairement non adhérent à des religions. On est dans un pays, dans les années 80, où il y a encore plein de figures qui sont inspirées par la résistance, qui ont été des résistants, de droite comme de gauche. On a des hauts fonctionnaires, je pense en particulier des préfets, qui même lorsqu'ils appliquent des politiques dures, sont majoritairement habités par un humanisme. Presque tout cela a volé en éclats aujourd'hui. On n'est plus du tout dans ce contexte-là. Donc aujourd'hui, je ne sais pas bien. D'abord, on n'aurait pas les réseaux pour organiser une marche comme ça. Parce que la marche pour l'égalité, c'est bien sûr un groupe de jeunes qui part de Marseille, on a commencé par les Maguettes, mais c'est des milliers de gens qui, sur le parcours, s'engagent. Enfin, c'est pour ça qu'il y a un groupe de marcheurs permanents, mais il y a des milliers de gens qui ont marché et qui ont permis que cette aventure existe. Aujourd'hui, je crois que ce serait très difficile. Il n'y a plus les mêmes réseaux. La marche pour l'égalité, elle a bénéficié de tout le réseau des comités Larzac, notamment, qui existait. Et puis de toutes les associations de solidarité français immigrés, qui aujourd'hui n'existent pratiquement plus. Il y a des choses, hein, mais il n'y a plus ce maillage associatif qu'il y avait. Aujourd'hui, je pense que les seuls qui pourraient peut-être mobiliser, mais ça serait très conflictuel, ça serait autour des mosquées. Parce que là, il y a un certain maillage. Une question ici. Oui, bonjour. Donc moi, je suis enseignante dans un établissement pénitentiaire pour mineurs et je travaille beaucoup sur ces grandes figures de la non-violence avec des élèves qui ont vécu la violence, qui l'ont aussi... voilà, c'est souvent pour des faits de violence qui sont incarcérés. Et ce qui nous renvoie, c'est... oui, c'est super intéressant, donc ils sont admiratifs de ces figures, mais ils nous disent, oui, mais eux, c'est des héros. Et nous, voilà, notre quotidien, c'est la violence. Est-ce que vous avez des idées peut-être pour aussi travailler cette question de la non-violence, mais sur des choses du quotidien ? Comment résister à la violence quand ce n'est pas une violence politique, ce n'est pas une violence qui demande des grandes actions, mais c'est résister à la violence dans notre vie de tous les jours quand on vit une vie qui est marquée par la violence. Alors déjà, il faut toujours désacraliser les héros. Et je pense que les figures... Alors, Gandhi, c'est tellement compliqué. Mais il y a de quoi désacraliser Gandhi. Mais c'est très compliqué. Martin Luther King, c'est plus facile
parce que c'est un homme fragile en même temps, Martin Luther King. Et moi, quand je suis amené à parler de lui, j'aime bien insister sur ses fragilités. Et Martin Luther King n'aurait rien été sans tous les autres. Il a des charismes qui, à un moment donné, vont pouvoir être mis au service d'une cause. Enfin, il y a une rencontre entre la personne et les besoins du peuple noir des États-Unis. Mais c'est un homme très ordinaire en même temps, à la fois extraordinaire, mais aussi très ordinaire. Tout à l'heure, je parlais de Rosa Parks. Rosa Parks, c'est tout à fait passionnant parce que ça a été une militante, mais après le boycott de Montgomery, elle disparaît dans l'ombre. D'ailleurs, on voit le machisme des pasteurs noirs américains qui ne mettent pas trop les femmes en avant, alors que les femmes ont joué un rôle important aussi. Mais pendant des années, on n'entend plus parler de Rosa Parks. C'est plus tard que quand on relit l'histoire, on s'aperçoit qu'elle a joué un rôle important. Et c'est une... Rosa Parks, j'ai envie de dire, c'est vous, c'est moi, quoi. Et donc, quand on parle de ces figures, c'est toujours important de ne jamais les dissocier de tous les autres. Puis après, il y a d'autres femmes. Moi, je pense à une personne que vous avez peut-être croisée en prison, qui est Latifa Ibn Ziaten, la maman d'Imad Ibn Ziaten, ce jeune soldat qui a été tué par Mohamed Merah. Cette femme, elle est incroyable. Elle ne parle pas de non-violence. Mais, et elle-même encore, elle est habitée d'une grande colère. On lui a enlevé son fils et voilà. Elle est capable, alors ce qui est assez extraordinaire, elle est capable de comprendre comment un Merah en est arrivé là. Et elle a une analyse très fine. Vous l'avez peut-être entendu déjà, oui. Elle a une analyse très fine de dire, mais en fait, elle va presque dire, ce pauvre Mohamed Merah, il n'a pas été aimé par sa mère. Mais en même temps, elle dit, je ne peux pas lui pardonner non plus parce qu'il m'a enlevé mon fils. Donc, ça ne va pas s'inscrire dans une revendication non violente, mais en réalité, c'est une femme qui... Dans les collèges de banlieue, elle fait un tabac. Moi, j'ai vu des gamins qui pleuraient après l'avoir écoutée. Dans les prisons, c'est pareil. Et c'est une mère de famille comme toutes les mères de famille. Elle a une force d'âme extraordinaire. Mais voilà. Donc, je pense que c'est bien aussi de trouver des gens qui ont moins cette figure peut-être du héros. Et puis après, toujours essayer de partir de l'expérience, ou après ou avant, je ne sais pas, de l'expérience des gens. Parce que je crois que les gens sont quand même capables de comprendre que quand on réagit par la violence, peut-être que ça fait du bien sur le moment, peut-être que ça va calmer l'agressivité de quelqu'un qui vous en veut, si on lui a cassé la figure, mais en même temps, ça ne résout rien, et que la violence rajoute de la violence à la violence. Et moi, l'expérience de la marche, c'est un peu ça. Enfin, la marche, elle a été permise parce qu'il y a un groupe de jeunes d'un sous-quartier, du quartier des Minguettes, qui, à un moment donné, se rend compte que la force policière en face est toujours elle qui a la victoire. Et que donc, il faut trouver un moyen de contourner cette violence policière. Et le contourner, c'est en n'utilisant pas la violence. Et ils n'étaient pas du tout prêts. Ils avaient lu ni Gandhi ni Martin Luther King. Mais à un moment donné, ils ont l'intuition qu'en contournant la violence, on va peut-être sortir de la violence. Ça va être bientôt l'heure d'arriver. Alors, Marie-Odile, tu nous diras un mot dans quelles circonstances Luther King est venu à Lyon ? Merci beaucoup pour cet exposé. Moi, je voudrais reparler des héros, parce que je pense qu'il ne faut pas craindre de sacraliser les héros. Alors, bon, il y a des méthodes qui sont purement individuelles, je dirais. Je pense à la grève de la faim. La grève de la faim, je pense à Bobby Sands, qui s'est suicidé, s'est sacrifié, on va dire, voilà, pour la cause commune en Irlande du Nord. Donc, on ne peut pas ignorer, ou bien le bonze, c'est plus son nom, d'ailleurs il n'en a peut-être pas, celui qui s'immole par le feu aussi. Bon, ce sont des résistances individuelles. Alors, est-ce qu'elles sont... Oui, Jan Palach aussi, au moment de l'invasion de la Tchécoslovaquie. Est-ce que c'est de la violence, de la non-violence ?
Voilà, on peut se poser la question. Mais en tout cas, ça reste manifestement, enfin en tout cas pour moi, des héros. Alors, il faudrait presque une heure pour répondre à ce que vous venez de soulever, qui est tout à fait passionnant. D'abord, tout le monde n'est pas forcément les plus jeunes générations, excusez-moi. Ils ne sont pas forcément au fait de qui sont Bobby Sands ou Yann Palach, parce que c'est des gens qui ont marqué notre jeunesse. Alors, Bobby Sands, alors pour rappeler, c'est qu'en 1981, dans les prisons britanniques, les détenus de l'armée de libération irlandaise lancent une grande grève de la faim. Alors c'est très intéressant parce qu'ils ne sont pas habités par un idéal de non-violence. Et en plus, ce n'est pas leur choix. C'est l'IRA qui a décidé qu'ils allaient faire la grève de la faim et qui a décidé qu'il fallait qu'ils meurent pour mettre en difficulté le gouvernement de la Dame de Fer, de Mme Thatcher. Donc on n'est pas du tout dans le cas de gens qui disent j'interpelle les consciences, on est dans le cas de gens qui obéissent. On a eu le même phénomène de grève de la faim à une époque menée par les Kurdes, où c'était le parti du Kurdistan iranien qui leur demandait, qui exigeait qu'ils fassent la grève de la faim, quitte à mourir, hein, pour que cela serve la cause dans l'opinion publique. Donc là, on n'est pas dans le cas de figure de je prends sur moi une certaine violence et je cherche à interpeller la société et notamment les consciences de l'opinion publique. On est dans une situation assez différente. Cela étant, il se trouve qu'avec Bernard, on sait quelque chose parce qu'il avait été un de nos grands organisateurs déjà en 81 quand on a fait avec Jean Costil à Bin-Boukroma une grève de la faim pour l'arrêt des expulsions de jeunes. Le fait que Bobby Sands et quelques-uns de ses compagnons sont morts nous a beaucoup aidés parce que la peur, à l'époque, on ne savait pas trop comment gérer une grève de la faim encore. Depuis, l'administration pénitentiaire a beaucoup appris. Mais à l'époque de Giscard d'Estaing, il y avait la peur qu'un curé et un pasteur meurent, surtout au moment de la campagne présidentielle. Et c'était pas très bon, quoi. Donc, s'il y avait cette peur, c'était grâce à la mort de Bobby Sands et des autres, quoi. Yann Palach, c'est encore autre chose. C'est un individu qui se dresse et qui s'immole par le feu. À l'époque, ça a eu un très gros impact. De même, les moines bouddhistes vietnamiens qui se sont immolés au moment de la guerre du Vietnam, ça a ébranlé les consciences. Les Tibétains ont refait ça il y a quelques années, au début des années 2000. Il y en a, je crois, presque une centaine et là, l'impact n'a pas été le même. Mais chez les bouddhistes asiatiques, ça s'inscrit dans une très longue tradition, ces immolations par le feu. On ne peut pas conseiller aujourd'hui aux gens de s'immoler par le feu. D'ailleurs, ce ne serait pas beaucoup de ça. Il y a, au moment du début de la guerre de Gaza, il y a un militaire américain qui s'est immolé par le feu devant un consulat israélien. Je crois même qu'il était juif. Hein, et ça, voilà, les gens ont salué son geste, mais voilà, on ne peut pas encourager cela, quoi. C'est pour ça que il y a des limites aux moyens. Enfin, on ne peut jamais séparer les moyens qu'on utilise de la fin que l'on vise, mais aussi du type d'impact que ça va avoir dans l'immédiat. Ça va être, être le mot de la fin parce que vous avez faim. Non. Pardon, idiot. Christian, merci de votre attention. On aurait bien continué, mais...